vous nous avez expliqué comment les assureurs se posaient des problèmes pratiques, mais aussi des problèmes juridiques. Or, on a besoin des juristes, on a besoin de leur créativité, et on a besoin de leur créativité par rapport à l'ensemble des sujets que nous avons abordés au cours de ces 2 jours. Et on a souvent parlé au cours de ces 2 jours d'intelligence artificielle. Alors on a pour certains découvert de ce dont il s'agissait. On va voir maintenant avec maître Alain Bensoussan comment les juristes, eux, voient et maîtrisent, si je puis dire, l'intelligence artificielle. Maître Bensoussan est un spécialiste de cette matière. Je vais donc lui passer la parole. Alors, malheureusement, vous pourriez traiter ça en une journée, mais on vous laisse un quart d'heure. Ah, c'est bien. Voilà, vous avez la parole. J'ai une montre quelque part, oui. Mais moi, j'en ai une. Oh, vous en avez une, c'est merveilleux, c'est comme à l'audience. Bonjour, merci Madame la Présidente de cette introduction. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Et je dois vous dire avec beaucoup d'humilité que je ne connaissais rien du droit maritime il y a encore 48 heures et je n'avais aucune idée de ce que pouvait être un navire. Mais on m'en a un peu l'habitude, les spécialistes du numérique, parce qu'à chaque fois, au lieu d'avoir un droit du numérique, et puis dans le cas du numérique, d'avoir un droit de l'Internet, puis dans le cas de l'Internet, d'avoir un droit de l'intelligence artificielle, parce que j'ai eu la chance d'être là aux 3 révolutions, il n'y a jamais eu de droit de l'informatique, malgré mes prétentions, il n'y a jamais eu de droit de l'Internet, malgré mes souhaits, et je crois que j'ai écrit un livre de plus de 600 pages sur le droit de l'IA, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce qu'à chaque fois, les secteurs d'activité, les assurances, le maritime, l'aviation, les usines, ont saisi la matière numérique, et ici la 3e révolution, l'intelligence artificielle, et chacun des deux, les spécialistes du maritime et puis les spécialistes de l'intelligence artificielle, ils vont falloir, comme d'habitude, se conjuguer, et ce n'est pas si simple que ça. D'abord, dans cette introduction générale, l'enjeu, c'est l'autonomie. L'enjeu, c'est l'autonomie, c'est sans activité humaine à bord et hors bord. Donc, le terme autonome est intéressant. Le terme autonome, il vient, puisqu'on va le trouver dans la loi sur les orientations de mobilité, on va parler de navire autonome, comme on parle de voiture autonome. Et pourquoi le mot autonome n'a pas beaucoup de sens au demeurant? Ça tient à l'historique des voitures autonomes, et pour les voitures autonomes, ça tient à l'historique de la loi du Nevada. La première loi sur les engins d'intelligence artificielle, c'est la loi du Nevada, qui commence toujours par une définition, comme en matière de droit américain, et à l'époque, c'était Artificial Intelligence Platform. Et pour des raisons de pédagogie et d'acceptabilité sociale, on est passé des véhicules intelligents aux autonomous vehicles, on est passé aux véhicules autonomes. Et si aujourd'hui, dans la loi d'orientation sur la mobilité, on parle de navire autonome, c'est tout simplement par cette tradition où le mot autonomie s'est imposé pour intégrer dans un engin normal, physique, habituel, les 2 éléments caractéristiques de l'intelligence artificielle, la data et les algorithmes. Le défi, c'est comment on va marier la technologie classique avec cette technologie de rupture. La tendance, c'est qu'on a dépassé l'expérimentation et dans tous les secteurs d'activité, pour les engins autonomes, on est dans non plus l'expérimentation, ça marche sans aucun problème, mais dans l'évaluation et l'acceptabilité sociale. Le projet de loi français sur l'orientation des mobilités me donne une nouvelle activité. Il va falloir se spécialiser dans les navires autonomes. Fantastique. Je vous propose de se poser la question de qu'est-ce qu'un navire autonome. Je ne viens pas devant les spécialistes qui sont avant et puis après m'engager dans la définition d'un navire. Je me suis aperçu que ce n'était pas si clair que ça. Et à chaque fois que dans le droit d'informatique, le droit de numérique et le droit de l'intelligence artificielle, on entrait dans un domaine, ce domaine-là avait ses habitudes, sa terminologie, son ontologie.
et ce n'était pas si clair que ça. Alors, c'est pas moi qui vais clarifier. Par contre, je vais donner un contenu. Donc, qu'est-ce qu'un navire intelligent? C'est un navire qui a la triple autonomie, autonomie de mobilité, bien sûr, autonomie d'acquisition des informations, donc il est autonome parce qu'il se déplace, il est autonome parce qu'il comprend son environnement, et il est autonome surtout parce qu'il va prendre une décision qui n'est pas un automatisme, et une décision qui n'a strictement rien à voir avec un humain. Un des premiers éléments à qu'est-ce qu'un navire intelligent, ce que je voudrais mettre en rupture, c'est que souvent on dit, mais de toute façon, il y a dans l'intelligence artificielle toujours un humain derrière. Eh bien non, il n'y a pas d'humain derrière. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans les technologies qui sont utilisées dans la voiture, en aérien et bien entendu dans les navires, ce sont des systèmes dotés d'apprentissage profond. C'est-à-dire que deux navires ne vont pas avoir le même comportement, comme deux humains n'auront pas le même comportement, parce qu'il a, grâce à ses capteurs et à ses algorithmes, acquis un certain nombre d'informations qui vont constituer son expérience et qui vont faire sa ipséité, c'est-à-dire sa différence par rapport aux autres engins. Donc, un système intelligent est un système disposant de cette triple autonomie. La deuxième question que je voudrais aborder dans la régulation d'un navire intelligent, c'est de prendre maintenant les définitions, après avoir bien dit qu'on est en face d'une catégorie juridique qui n'existe pas. Les navires autonomes ne sont pas des navires. De manière générale, ce ne sont plus des machines, ce sont des robots. Une capacité de robot, donc c'est un robot capable effectivement de flotter avec toutes les définitions que l'on peut trouver derrière, mais c'est quelque chose qui n'est pas un humain moins, c'est quelque chose qui n'est pas un humain plus, c'est quelque chose qui n'est pas un objet, c'est encore moins, bien évidemment, certains voudraient amener le droit des animaux, ce qui n'a pas beaucoup de sens, ou le droit des enfants, ce qui n'a pas non plus de sens, au sens de venir dire qu'il y a toujours un humain derrière. Non, le navire intelligent sera autonome par rapport à la totalité de sa création, compte tenu de son acquisition d'expérience. 3 définitions. Donc c'est un début de cerveau intelligent, disons accessoirement, c'est un cerveau primitif, par analogie au cerveau humain, capable de prendre des décisions et formé d'un algorithme. Qu'est-ce qu'on appelle algorithme? Vu du côté du juriste, un algorithme, c'est une suite d'opérations finies qui permettent de prendre une décision sans avoir à démontrer qu'elle est juste ou fausse. Ce qui fait effectivement la qualité de la décision, c'est que, suivant un taux qui va être défini, 99% en général, 10 puissance moins 8, c'est là, pour les navires autonomes, j'ai tendance à penser que ça va être 10 puissance moins 8. Je ne connais pas le taux pour l'instant, parce que j'ai débuté grâce à vous, hein, Président, mais je vais le savoir. Pour les avions, c'est 10 puissance moins 8, pour les avions autonomes. Hein. Pour les voitures autonomes, c'est 10 puissance moins 8. Alors, il y a toutes les chances, puisque c'est la même industrie qui va s'occuper des navires intelligents, c'est que ça soit 10 puissance moins 8. C'est-à-dire que c'est vrai à 10 puissance moins 8 près, ce qui est déjà bien, et ça va entraîner sûrement pour les navires autonomes, comme cela a déjà entraîné pour les avions et comme cela a déjà entraîné pour les voitures, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'accidents avec ces nouvelles machines. Je n'aime pas beaucoup les appeler machines, vous verrez pourquoi. Deuxième définition que je vais vous indiquer, c'est les data. L'intelligence artificielle, ça ne peut pas marcher sans avoir des millions et des millions de data. Les data sont, par rapport à l'archer au violon, sont l'archer effectivement de l'algorithme. Le monde de demain sera géré par effectivement cette combinaison entre les algorithmes et les données. Troisième élément, c'est qu'on est en probabilité, c'est-à-dire qu'on est en prise de décision qui a comme simple élément de valeur de vérité le fait qu'en moyenne, sur une certaine probabilité, c'est une certitude sous cette réserve, en général 10 puissance moins 8. Après vous avoir montré
pourquoi un navire autonome? Après vous avoir décrit qu'est-ce que c'est l'autonomie vue par rapport à un juriste dans le domaine de l'intelligence artificielle, regardons quels sont les axes juridiques par comparaison. C'est très intéressant de faire du droit technologique comparé, c'est-à-dire de voir comment la même technologie, dans différentes industries, a un cadre juridique soit identique, soit par analogie, soit différent. On va regarder les voitures autonomes et on va regarder les agents conversationnels. Il y a déjà des droits, hein. Il y a à peu près une cinquantaine de réglementations sur le droit de l'intelligence artificielle, si vous me permettez ce néologisme. Les voitures autonomes, on a déjà une réglementation aux USA et une réglementation en France. Aux USA, on a abordé le problème de l'intelligence artificielle par le biais du droit de la concurrence. C'est qu'on a dit aux industriels de l'automobile, vous ne pouvez pas, au titre de votre obligation de responsabilité et votre obligation de sécurité, vous ne pouvez pas empêcher la mise de plateformes d'intelligence artificielle sur votre propre voiture. Et c'était bien un élément qui était redouté aux États-Unis, où les constructeurs bloquaient la possibilité d'entrer dans leur système en disant « mais non, il y a des risques de responsabilité ». Comment s'est fait les voitures autonomes? Le droit de l'intelligence artificielle sur les voitures, eh bien, ça s'est fait par une irresponsabilité de la part du fabricant. Le fabricant étant irresponsable de toutes les conséquences de la plateforme d'intelligence artificielle, ça a permis de déverrouiller le système et de permettre à des nouveaux entrants, notamment les GAFA et bien d'autres, de pouvoir fournir des plateformes d'intelligence et plateformes d'autonomie sur les voitures en tant que telles, repoussant donc les constructeurs à du back-office en termes de déplacement pour les voitures. La France a abordé le problème de manière, non pas par rapport au droit de la concurrence, mais par rapport au droit de la responsabilité. En France, la loi Pacte est venue consacrer ma théorie que je vais vous présenter de la personne robot en creux, c'est-à-dire que le véhicule autonome, dans la définition que je vous ai donnée, disons encore autrement, souvent en niveau 5, c'est-à-dire en totale autonomie, lorsque la voiture est en totale autonomie sur les 3 critères que j'ai indiqués, alors il y a irresponsabilité de la part du conducteur. On a donc une reconnaissance de l'autre côté, du côté effectivement de cet engin, de cette personne, on va la qualifier. Dans le cas des agents concurrentiels, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui n'est pas à l'intérieur d'un engin physique, mais qui est purement effectivement virtuel, c'est le cas des agents conversationnels que vous connaissez de plus en plus, hein, qui permettent tous ces voice bots, eh bien, on a une réglementation aux États-Unis qui dit que lorsque celui qui met à disposition le voice bot, qui va devenir autonome, je vous rappelle, hein, si effectivement il rend public le fait que c'est un robot logiciel, alors il n'y a pas de responsabilité de sa part, c'est à celui effectivement qui discute avec cet agent artificiel de faire attention qu'on n'est pas en présence d'un humain. Vous voyez, de nouveau, on aborde le problème non pas par la responsabilité, mais par l'irresponsabilité ou par le droit de la concurrence pour éviter le verrouillage. Quels sont les grands axes que l'IA, aujourd'hui, on retrouve dans le monde au-delà de ces 3 questions? Eh bien, c'est une thèse que je défends au niveau mondial, qui est de reconnaître, en fait, la personnalité à ces nouveaux engins, ces nouveaux machines. Et partant de l'idée que les hommes sont indépendants, ils disposent aussi de ces 3 indépendances et pour les personnes physiques, on a créé une personnalité juridique générale avec un ensemble de droits et d'obligations. Lorsqu'on a voulu cristalliser le capital, on a créé les personnes morales. Et dans le cas des personnes morales, on a créé une personnalité juridique particulière avec des adaptations et des équivalences. Des équivalences, on retrouve à peu près les mêmes catégories de droits, sachant que la personne morale est autonome par rapport aux personnes physiques qui la composent, bien sûr. Et puis, ajustement, la réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine de mort économique par suppression de la société. Eh bien, Ouzo, ce que j'ai proposé au niveau mondial, c'est que personne physique, personnalité juridique générale, personne morale, personnalité juridique particulière, personne robot, personnalité juridique singulière, avec 3 éléments à résoudre. Qui est responsable? L'idée, c'est de rendre la personne robot responsable avec un système assurantiel et une responsabilité sans faute.
Dans le cas de la loi sur l'orientation des mobilités, je vous rappelle que le gouvernement va pouvoir agir par ordonnance sur les navires, si on revient aux navires, sur les navires autonomes et en termes de responsabilité et d'assurance. Et puis, la très grande question que pose l'intelligence artificielle, c'est dans sa confrontation avec l'humain. Je conclurai là-dessus. Un vrai débat au niveau démocratique, au niveau mondial, c'est pas de savoir s'il y aura ou non un droit spécial, il existera. C'est pas de savoir s'il y aura une personnalité juridique. Le Parlement européen a conclu à la nécessité d'une personnalité électronique ou une personnalité juridique, c'est la même chose. C'est de savoir qui, dans une société démocratique, entre une intelligence artificielle qui est sur une seule fonctionnalité toujours supérieure à l'homme, et l'homme, lequel doit prendre la décision en dernier recours, c'est-à-dire doit-on ou non mettre un bouton rouge pour créer un monde humanisme universel. Merci. Merci à vous.